À ce stade, ma vision du monde a été bouleversée. J'ai réalisé que l'échec et la souffrance de tant de personnes représentent le succès et l'accomplissement d'une poignée de personnes. C'est-à-dire l'élite des banques centrales qui a convaincu le monde de les laisser créer de l'argent. Ils disposent déjà de fortunes conséquentes. Alors quel est leur objectif final? Quel est leur vrai programme? Je suis sans cesse tombé sur des preuves irréfutables et des experts crédibles qui m'ont expliqué que le programme secret de l'élite bancaire n'était rien d'autre que la domination mondiale. Au début, je ne voulais pas le croire, mais j'étais déterminé à découvrir ce qui nous empêchait de prospérer, peu importe où cela pouvait me mener. Une nuit, je me suis réveillé à 3 heures du matin avec une question brûlante en tête. Si ce petit groupe souhaite dominer le monde dans sa totalité, que doit-il contrôler pour atteindre son but? J'ai sauté de mon lit et commencé à établir une liste. Avant toute chose, il doit contrôler l'argent. C'est chose faite. Le contrôle de l'argent lui permet de diriger tout le reste. Il a ensuite besoin de contrôler l'énergie. C'est chose faite. Il contrôle déjà l'agriculture industrielle et le commerce mondial. Il est en train d'acheter toutes les réserves d'eau de la planète. Il possède également la santé. Il essaye d'ailleurs de supprimer les alternatives naturelles. Il lui faudrait contrôler les informations qui nous sont disponibles et nos réactions face à celles-ci. L'Internet, notre outil de communication et d'organisation de masse le plus précieux, n'est ni contrôlé ni censuré aujourd'hui aux États-Unis. Mais ce statut ouvert est attaqué de tous côtés. Les gouvernements, les entreprises et les Nations Unies tentent tous de s'en emparer. Pour établir une domination totale, les dissidents doivent être contrôlés. Il lui faudrait nous confisquer nos droits, espionner des citoyens ordinaires et scruter le moindre aspect de nos vies. Au petit matin, je savais qu'une élite de puissants avait presque tout mis en place pour dominer le monde. Et j'ai compris alors avec effroi que Big Brother n'allait pas arriver. Il était déjà là. Nous sommes déjà dans la matrice. Comment en sortir? Pour envisager ce que j'avais compris, je devais découvrir à quoi ressemblait et comment fonctionnait leur structure de domination. Un groupe relativement restreint, composé de quelques familles, notamment les Rothschild, les Rockefeller, les Morgan et les Carnegie, ainsi que les Harriman et les Schiff, les Warburg, sont à la tête de l'élite dirigeante dans l'Occident depuis des générations. Je ne suis pas en train de dire que chacun des membres de ces familles ont un rôle à jouer dans ce programme de domination mondiale, ni même qu'ils en sont conscients. En revanche, je suis convaincu que les chefs de ces dynasties contrôlent les intérêts commerciaux et financiers qui servent à exécuter ce sombre projet, responsable de la destruction de si nombreuses vies. Les personnes qui mettent en place ce programme dans le secret sont connues sous de nombreux noms. Des rapports ayant filtré ont révélé qu'ils se réunissent partout dans le monde, à l'abri des regards, pour discuter de leur programme. Ensuite, avec la précision d'une montre suisse, leurs plans commencent à apparaître dans les secteurs médiatiques, financiers, commerciaux et militaires. Bien entendu, toutes les personnes impliquées dans ces groupes ne prennent pas part aux décisions. Il existe une hiérarchie en termes de savoir et d'implication. L'œil omniscient est l'un des principaux symboles de cette élite dirigeante. Il figure sur le billet de $1, sur les emblèmes du système de surveillance de masse américain appelé « Connaissance complète de l'information » et de l'agence de renseignement britannique MI5, et surplombe même la Cour suprême de l'État d'Israël, conçue et financée intégralement par les Rothschild. Je pense qu'ils ont repris l'image majestueuse de la pyramide de Khéops et de son légendaire sommet métallique afin d'en pervertir le sens. Les personnes au sommet de la pyramide peuvent suivre et contrôler celles qui se trouvent au-dessous. Certains ont utilisé ces informations de façon malhonnête afin de promouvoir l'antisémitisme. Ils prétendent, à tort, que ce programme est l'œuvre des Juifs et alimente un racisme permanent qui ébranle et détruit tant de vies. Que ce soit clair, ce programme n'est certainement pas l'œuvre des Juifs. Des recherches ont montré que les dirigeants des banques centrales ont financé les deux camps,
lors de la Seconde Guerre mondiale, et même certaines entreprises complices d'Hitler dans les atrocités commises envers les Juifs. Étant donné que ces personnes disposent de plus d'argent que leur famille n'en aurait besoin, pendant des générations, et étant donné qu'ils détiennent le pouvoir de créer de l'argent, je ne pense pas que la richesse soit leur objectif final. Une fois que vous possédez tous les biens matériels dont vous pourriez rêver dans la vie, que reste-t-il d'excitant? Pour la majeure partie des gens, la réponse est le pouvoir mondial. Ils sont devenus une élite intellectuelle. Ils ont commencé à penser qu'ils avaient un meilleur plan que celui de n'importe qui d'autre. Ils ont dans l'idée que la liberté est dangereuse. Si vous donnez la liberté aux gens, que vont-ils en faire? Ils ne vont probablement pas l'utiliser de façon raisonnable comme on pourrait le penser. Nous sommes plus intelligents qu'eux et pour leur propre bien, nous devons les diriger. Alors que j'en étais arrivé à accepter l'idée d'une élite dirigeante planifiant une domination mondiale, j'ai commencé à entendre ces mêmes personnes en parler publiquement et plus directement, sauf qu'ils l'appelaient le nouvel ordre mondial. Lorsque nous réussirons, parce qu'il ne fait aucun doute que nous réussirons, nous pourrons établir ce nouvel ordre mondial. Il s'agit d'un nouvel ordre mondial qui se caractérise par des défis significativement différents et radicalement nouveaux. Un nouvel ordre mondial peut être créé, il s'agit là d'une opportunité extraordinaire. Étant donné l'état de notre monde actuel, un nouvel ordre mondial semble être une grande idée. Mais je devais faire la distinction entre ce que j'avais découvert à propos de la domination mondiale, un gouvernement mondial unique dirigé par une petite élite, et la réalité de notre interdépendance mondiale, c'est-à-dire la prise de conscience qu'à un niveau fondamental et même spirituel, nous ne sommes pas séparés, nous sommes liés. Mais le programme relatif à la domination mondiale est l'exact opposé. C'est une stratégie du diviser pour mieux régner, destinée à nous opposer les uns aux autres, à nous faire penser que ce sont les démocrates ou les républicains, les libéraux ou les conservateurs qui représentent le problème, alors qu'en fin de compte, les deux clans servent les mêmes intérêts. Je crois que nous nous dirigeons vers une autorité mondiale totalitaire, en réalité une dictature militaire menée par une petite élite qui possède tout le pouvoir et établit toutes les règles. S'ils y parviennent, il n'y aura nulle part où s'enfuir, nulle part où se cacher. Pensez-y. La notion tout entière de conspiration a été si ridiculisée qu'il est socialement stimulant de simplement l'envisager. Et il y a toujours une histoire qui semble raisonnable pour expliquer chaque incident. Personnellement, j'ai essayé de justifier comment les mêmes personnes se retrouvent systématiquement avec plus d'argent et plus de contrôle. Je me suis dit qu'elles doivent simplement tirer avantage de la situation, sans réellement la provoquer. Mais après presque une décennie passée à rassembler des preuves pour répondre à mes questions, je suis convaincue que ce n'est pas le fruit du hasard et que quelques familles très puissantes dans le secteur bancaire et appartenant à l'élite, ainsi que leurs partenaires politiques et des grandes entreprises, ont bel et bien un programme pour dominer et contrôler le reste de l'humanité. Après avoir pris conscience de la réalité et de l'étendue du programme, j'ai dû me poser sérieusement la question: jusqu'à quel point ai-je envie de savoir? Est-ce que je veux me focaliser sur le pire dont sont capables les êtres humains? J'ai décidé qu'il valait la peine de savoir qui étaient ces personnes et comment leur organisation fonctionne, car à l'opposé de la rage et de la tristesse, il y a la clarté et la force, le pouvoir que nous détenons de concentrer efficacement nos efforts, maintenant que nous comprenons ce qui se passe vraiment. La plus grande prison dans laquelle les gens vivent est celle de la crainte de ce que les autres pensent. En ce qui me concerne, j'ai été tellement ridiculisé que j'ai finalement dépassé la crainte de ce que les autres personnes pensent. Et ce n'est que lorsque vous y arrivez que vous prenez conscience de la prison dans laquelle vous viviez auparavant. Et j'en ai retiré une compréhension personnelle de la facilité qu'ont quelques-uns à contrôler les masses. Tout ce que vous avez à faire est de dicter les normes de la société, ce qui est jugé vrai et faux, moral et immoral, bon et mauvais, sain et malsain, possible et impossible. Et vous construisez ce que j'appelle une zone de tranquillité. Et si vous vivez à l'intérieur de cette zone de perception, de croyance, de parole et de pensée, alors les gens vous laisseront tranquille. Vous serez considéré comme normal.
Les Illuminati ont créé une population humaine entière constituée de geôliers qui se ruent sur ceux qui sortent de la norme. Une fois que vous êtes sorti de cette prison et que vous commencez à exprimer votre singularité, vous êtes victime de ces geôliers. Il est intéressant d'arriver à la limite de cette zone de tranquillité en termes de parole et de pensée. Vous ne pensez pas, si je pense, qu'en est-il du président de la Banque mondiale? Que va-t-il dire si je fais ça? Non. Que penserait votre mère? Et les types du bar, les collègues de travail, que diraient-ils? En créant les normes, les Illuminati ont donc créé une armée absolue de personnes qui s'imposent ces normes les unes aux autres. Leur stratégie grandiose de domination mondiale est en train d'être mise en œuvre. Ils divisent le monde en super-États qui dépassent les frontières nationales pour qu'il soit plus facile pour eux de nous gérer. Ils ont déjà établi l'Union européenne et l'Union africaine. Des politiciens américains, canadiens et mexicains, sous couvert du partenariat pour la sécurité et la prospérité, travaillent sur la partie nord de ce qui pourrait être, sans doute, être appelé des plans pour l'Union américaine. Cela dure depuis des années sans le consentement des citoyens ou du Congrès. Une union du Pacifique est déjà en train d'être mise en place. Il s'agit de la charte organisationnelle pour la tyrannie mondiale, la structure pour un contrôle total. Voici deux des hommes les plus puissants d'Europe, parlant de passer à un gouvernement unique mondial. Il est extrêmement important qu'au sein de cette nouvelle gouvernance mondiale, et plus particulièrement des deux côtés de l'Atlantique, nous appliquions les mêmes règles de la même manière. 2009 est également la première année de gouvernance mondiale avec la création du G20 au beau milieu de la crise financière. Au niveau international, l'élite des banques centrales a mis en place d'énormes organisations pour faire appliquer leurs politiques, notamment l'Organisation mondiale du commerce, l'Organisation mondiale de la santé et le Fonds monétaire international. Grâce à son expérience de plusieurs décennies en tant que tueur à gages économiques, John Perkins sait comment la connivence entre les banques, les entreprises et les gouvernements leur a permis de s'emparer de pays dans le monde entier. Beaucoup de techniques ont été utilisées, mais la plus courante consiste à aller dans un pays qui dispose de ressources que nos entreprises convoitent, comme le pétrole. Nous convenons d'un énorme prêt à ce pays par l'intermédiaire d'une organisation comme la Banque mondiale ou l'une de ses sœurs. Mais presque tout l'argent va aux entreprises américaines, comme Bechtel, Halliburton, General Motors, General Electric, et non au pays. Et elles conçoivent d'énormes projets d'infrastructures dans ce pays. Centrales électriques, autoroutes, ports, complexes industriels, des choses utiles aux riches mais auxquelles les pauvres ont rarement accès. En réalité, les pauvres souffrent parce que ces énormes prêts doivent être remboursés. Et leur remboursement signifie que les pauvres ne bénéficieront pas de l'éducation, de la santé et des autres services sociaux. Le pays se retrouve intentionnellement avec une énorme dette sur les bras. Nous, les tueurs à gages économiques, revenons dans ce pays et disons « Vous voyez, vous nous devez beaucoup d'argent. Vous ne pouvez pas rembourser vos dettes, donc donnez-nous une livre de chair. » Dès qu'un président anti-américain est élu, l'un d'entre nous entre et dit « Eh, félicitations, Monsieur le Président. Maintenant que vous êtes président, je veux simplement vous dire que je peux vous rendre très très riche, vous et votre famille. On parle de plusieurs centaines de millions de dollars si vous acceptez de suivre nos règles. Si vous n'acceptez pas, j'ai dans cette poche un revolver avec une balle à votre nom, au cas où vous décidiez de maintenir vos promesses de campagne et de nous jeter dehors. Vendez votre pétrole à bas prix à nos compagnies pétrolières, ou soyez de notre côté lors du prochain vote des Nations Unies, ou envoyez des troupes soutenir les nôtres dans des endroits tels que l'Irak. Et c'est de cette manière que nous avons réussi à construire un empire mondial avec en fait très peu de personnes au courant de nos méthodes. Comme beaucoup de gens, j'ai pensé qu'une conspiration pour établir une domination mondiale ne pourrait pas vraiment fonctionner parce que fondamentalement, les gens ne sont tout simplement pas aussi compétents. J'ai pensé qu'ils n'arriveraient pas à mettre au point un tel plan avec les niveaux nécessaires de contrôle et de confidentialité. L'un des faux espoirs est que tout ceci arrive parce que le gouvernement est incompétent. C'est une énorme erreur et les gens ne le savent pas. C'est bien sûr une excellente couverture parce que le système sait où il va. Et il va exactement là où il veut et il réussit très bien. Enfin, je me suis demandé comment quelque chose de si grand et de si corrompu pouvait être tenu secret.
Il s'agit d'une structure simple, et si ce n'était pas simple, cela ne fonctionnerait pas. Cette structure peut être comparée à une pyramide compartimentée. Si vous regardez n'importe quelle organisation aujourd'hui, peu importe s'il s'agit d'une entreprise internationale, d'une université, d'un gouvernement, d'une société secrète, toutes sont structurées telle une pyramide. Alors que la CIA et les autres agences de renseignement parlent, ils ne divulguent les informations qu'aux personnes concernées. Ne divulguez aux gens que ce qu'ils ont besoin de savoir pour apporter leur contribution et pas plus. Prenez une banque individuelle. Non pas que ça existe réellement. À la base, vous trouvez les personnes que vous voyez quand vous donnez votre chèque au comptoir de la banque. Elles ne savent pas ce que le directeur de la banque derrière elles sait et de quoi il parle. Elles savent seulement ce qu'elles ont besoin de savoir pour effectuer leur travail. Le directeur de la banque ne sait pas non plus ce qui se passe au niveau supérieur. Pas plus que le niveau supérieur ne sait ce qui se passe encore au-dessus. Et finalement, vous avez quelques personnes au sommet de la pyramide de cette structure bancaire. Ce sont les seuls qui sachent quel est le réel programme de la banque et dans quelle direction elles vont et pourquoi. Ce type de cloisonnement explique comment le projet Manhattan, le projet de développement de la bombe atomique durant la Seconde Guerre mondiale, a pu être tenu secret, bien que 130 000 personnes travaillent dessus. Quand j'ai pris connaissance de l'envergure et des objectifs du programme pour la première fois, je me suis sentie comme si j'avais la grippe depuis 2 semaines. Mais il m'est ensuite venu à l'esprit que c'était une tentative bien planifiée, bien orchestrée d'écraser le potentiel humain. Et enfin, notre intelligence éclate au grand jour. Même si nous avons été systématiquement déstabilisés et réprimés, les gens ont trouvé des solutions innovantes, ingénieuses à un grand nombre des problèmes auxquels nous faisons face. Ce n'est pas notre faute si nous n'avons pas vu à quel point ce plan était organisé et voulu. C'est notre défi. J'ai regardé le monde que l'élite dirigeante nous a déjà donné et j'ai pu que me demander dans quel type de monde vivrions-nous s'ils détenaient la domination absolue et totale sur chacun et partout. Dans ce nouvel ordre mondial qu'est le leur, un petit nombre de personnes exercent un contrôle total sur les vies de chacun par le biais d'un système de surveillance intrusive, une répression violente des dissidents et l'esclavage de la dette. Imaginez de toutes petites îles d'opulence entourées d'une mer de misère, où la mission des militaires est de protéger les nantis contre les démunis. J'en suis arrivé à croire que leur but est réellement inquiétant et qu'ils ne reculeront devant rien pour continuer à mettre leur plan en application. Aussi difficile que cela puisse être à accepter pour les Américains, je ne suis pas convaincu que le programme de l'élite mondiale prévoit la destruction de la force et de la souveraineté financière des États-Unis. Avec leur histoire faite de liberté d'expression et de révolte armée, les États-Unis représentent l'obstacle majeur au renforcement mondial du pouvoir. S'ils peuvent parvenir à renverser ce pays, je crois que l'élite internationale a pour ambition de transférer le pouvoir et la productivité des Américains à leur dictature mondiale unique, en prenant progressivement le contrôle de nos vies dans ce que David Icke appelle le totalitarisme sur la pointe des pieds. Pensez-y, nous sommes tellement endettés que nous ne pourrons jamais les rembourser. Ils font faire s'effondrer le dollar et ils essaient de le remplacer avec une monnaie mondiale du FMI. Cette pression pour une monnaie électronique mondiale sans espèces permettrait à une autorité centrale d'immobiliser tout individu ou groupe en un instant. Maintenant, pour la première fois dans l'histoire, on propose d'instaurer des taxes internationales sous le prétexte de régler les problèmes de changement climatique. Tel un cheval de Troie, le projet de traité dévoilé lors de la conférence de Copenhague sur le climat de 2009 fait appel à nos préoccupations sur l'environnement tout en nous détournant du fait que cette taxe carbone, sans précédent, serait versée à la Banque mondiale et que son application serait assurée par la police mondiale. Il existe d'autres moyens de traiter le besoin évident de réduire la pollution, sans créer une base imposable pour la tyrannie. Vous voulez changer la société, mais vous savez que si vous le faites ouvertement, vous allez générer des réactions négatives. Donc vous ne le faites pas ouvertement. Vous jouez au jeu du problème, réaction, solution. Première étape, vous créez un problème. Cela pourrait être un attentat à la bombe, cela pourrait être un 11 septembre, une attaque de devises, un effondrement du marché boursier ou du gouvernement. Vous racontez aux gens votre version de A qui en est à l'origine et B pourquoi.
À partir de là, le schéma problème-réaction-solution s'effondrerait si nous pouvions compter sur des médias qui fassent vraiment du journalisme. Mais au lieu de ça, les médias traditionnels agissent comme des agences de relations publiques pour la version officielle des événements. Il s'avère que le président George W. Bush avait raison sur le fait que Saddam Hussein dissimulait des armes de destruction massive. Les médias traditionnels représentent pratiquement le seul moyen ou source d'information dont la population dispose au sujet de cet événement. Et ce qu'ils cherchent, dans le cadre de la deuxième étape du schéma problème-réaction-solution, c'est de déclencher une réaction de colère et de peur. Ils veulent que la population demande au gouvernement de faire quelque chose. Cela ne peut pas durer. Que comptez-vous faire à ce sujet? Cela conduit à la troisième étape, où ceux qui ont créé le problème récoltent la réaction qu'ils attendaient de la population sur la base d'une histoire erronée et lui offrent des solutions aux problèmes qu'ils ont eux-mêmes créés. L'utilisation des catastrophes, qu'elles soient fabriquées ou simplement utilisées, m'a permis de comprendre finalement jusqu'où ces gens sont prêts à aller pour atteindre leurs objectifs.